Et je pense que, de fait, le Marocain n'a pas suffisamment confiance en lui, et en ses compétences, et en ses qualités, et en ses ressources. Il y a 1000 raisons de mourir everyday. Et pourtant, les mecs sont là. Ils sont là avec le cœur, avec l'esprit, avec sabr. On a des fondateurs marocains d'une résilience exceptionnelle. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. Personnellement, je suis quelqu'un qui prend des risques et j'adore les entrepreneurs qui prennent des risques. Okay. Donc moi, je préfère me réveiller chaque matin et me dire je vais investir dans des boîtes qui sont en lien avec l'histoire de mon pays, l'économie de mon pays et le fait de construire mon pays. Juste avant de revenir à cet épisode, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos sur YouTube et à écouter nos podcasts sur les plateformes. Mais 90% d'entre vous n'êtes pas abonnés. Chaque semaine, on se donne à fond pour trouver les meilleurs invités. J'estime que pour apprendre, il faut écouter ceux qui font, ceux qui construisent. Et je tiens à ce que tous les contenus qu'on propose soient complètement gratuits. Avoir plus d'abonnés, ça nous aide à améliorer nos contenus et à avoir de meilleurs invités. Et donc, à continuer à apprendre des meilleurs. Donc si tu apprécies ce qu'on fait, abonne-toi à la chaîne. Hiba, welcome sur le podcast. Merci beaucoup. Ça fait super longtemps que je voulais te recevoir. On avait trouvé une première date, on a dû le redéplacer, mais en tout cas, on le fait, donc je suis super content. Moi aussi, vraiment. Tu es managing partner de AlphaVest Venture Capital. Absolument. Donc la partie investissement en start-up du fonds AlphaVest. Tu étais côté Witamax avant, tu as investi dans pas mal de start-up. Et donc aujourd'hui, plein de sujets. J'ai envie qu'on parle start-up au Maroc, qu'on parle investissement en start-up et plein d'autres sujets, bien sûr, si ça te va. Avec plaisir. Ok. Hiba, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Alors, Hiba Mlani Alaoui, jeune maman de 35 ans. J'aime bien démarrer avec ça. J'ai grandi au Maroc jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, je suis allée faire mes études en France. Donc, j'ai fait 2 ans de classe prépa. J'ai intégré HEC en 2010. J'ai commencé par, on va dire, des passages classiques, banque d'affaires, conseil en stratégie. Puis, je suis tombée par chance dans le monde des startups, déjà sur le campus à l'époque. Et puis, malgré que je sois passée encore par une case banque d'affaires aux États-Unis à New York, je pense que le tempérament à la fois entrepreneur, la frénésie de la French Tech en 2014-2015, et puis finalement des déblocages qui me sont arrivés personnellement aux États-Unis ont fait que j'ai très naturellement rejoint le monde de l'entrepreneuriat des startups. French Tech, donc attends, tu étais en France à ce moment-là, 2015-2016, ça, 2017 ? Complètement. Et là, c'était... il y avait un enthousiasme en France qui était vraiment, vraiment important. Il y avait des belles histoires à ce moment-là. Complètement. Alors 2014, déjà, je suis pratiquement à la fin de mes études. Et sur le campus, déjà, je vois un tiers quasiment de la population qui commence à s'orienter très naturellement vers l'entrepreneuriat. Donc là où j'avais des parcours classiques autour de moi, qui faisaient de la banque, du conseil, du marketing, je commençais à entendre très souvent des gens lancer leur start-up sur le campus. Déjà à partir de 2013-2012. Et donc je me souviens d'une belle boîte qui s'était lancée qui s'appelle PayInTech. Donc c'était des bracelets connectés pour payer ses soirées du jeudi sur le campus. Et ensuite de quoi il y a toutes ces initiatives finalement dopées par le public, donc le ticket French Tech, les pôles... BPI déjà BPI évidemment, bien sûr. Les pôles de compétences régionaux et beaucoup de poches régionales. Et puis, concomitamment avec le chômage de beaucoup de gens qui voulaient en fait quitter leur carrière et commencer à se lancer à travers des produits exclusivement publics. C'est-à-dire le chômage. Ah, donc tous les gens qui quittaient leur taf. Exactement. Et qui étaient financés en fait par le public, parce qu'en France, tu quittes ton taf, tu touches le chômage. Exactement. C'est ça. On dit que le chômage, c'est le premier VC de France, premier fonds d'investissement. Et il était assumé, je pense. Il était assumé. Et donc finalement, concomitamment, on voit aussi l'arrivée de Station F, donc campus exceptionnel avec une infrastructure qui accueille des milliers de startups, énormément d'étudiants du campus. Et là, je commence à me poser des questions. Je me dis, en fait, est-ce que c'est moi qui manque de courage ou est-ce que je ne connais pas encore la recette ou est-ce que je commence à avoir des ingrédients à titre perso pour me lancer là-dedans? Ou est-ce que j'attends de voir cette vague finalement extrêmement nouvelle? Je ne sais pas où elle mène, mais il y avait un enthousiasme exceptionnel et la France commençait à avoir un rayonnement international. Ouais, c'est clair, il y avait des belles boîtes qui se lançaient, Exactement. etc. Mais j'ai presque l'impression qu'aujourd'hui, il y a un peu moins d'enthousiasme qu'à ce moment-là. En France, sur la partie tech, j'ai l'impression que la plupart des fondateurs, ils vont plutôt aux US. Alors, déjà, en matière de success story et d'un point de vue sales, toutes les belles boîtes tech françaises sont aux États-Unis. Je l'ai vu à New York quand j'étais là-bas sur place. Donc, quand je cherchais en fait à aller aux États-Unis, je passais aussi des entretiens auprès de startups et notamment dans des post-sales.
Donc, l'objectif était pour les meilleures boîtes tech d'aller vendre sur le marché le plus profond, qui était naturellement les États-Unis. Et de par le fait qu'il y avait une communauté française assez ancrée à New York, il y avait une prolifération de startups. Je pense que les conditions de doing business y étaient énormément plus favorables qu'en France. Fiscalement, je pense que c'était aussi plus intéressant. Donc en fait, les réussites, elles sont faites au final plutôt aux US. Il y a eu, Beaucoup, il y avait un pont beaucoup de fondateurs qui sont partis ensuite ou qui ont vendu aux US. complètement. Il y avait un pont assez naturel. Et puis, je ne pense pas que la même frénésie qu'il y avait en France existait aussi au UK, en Allemagne, etc. Ce sont des momentum qui sont arrivés légèrement plus tard, mais qui néanmoins se sont mis en place et ont commencé à avoir une vraie souveraineté européenne autour de la tech. Alors aujourd'hui, pour répondre à ta question, on n'en est pas du tout à ce stade. Donc j'ai fait Vivatech cette année. Je suis allée à Station F il y a moins d'un mois. Ça a changé. L'enthousiasme n'est plus le même. On a déjà une vague on se sent beaucoup plus calme. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de boîtes qui ont périclité sur 2021-2022. Il y a eu un effet de correction de marché. Il y a eu beaucoup de bulles, beaucoup d'argent qui a été... Je pense que 2022-2023, c'était des années très, très compliquées. Des années très compliquées. Donc les levées de fonds se sont vachement resserrées. Il y a eu beaucoup de boîtes qui ont été mises à l'arrêt. Et puis des fondateurs qui sont aujourd'hui second time and third time founders et qui apprennent leurs erreurs. Et puis il y en a beaucoup aussi qui ont quitté la France pour des environnements entrepreneuriaux finalement beaucoup plus favorables. Il y en a beaucoup plus dans le GCC. Là, on voit beaucoup plus de capitaux, beaucoup plus d'écosystèmes flamboyants. On parle beaucoup en ce moment, GCC. GCC, c'est une région qui t'intéresse? qui m'intéresse énormément d'un point de vue partenariat business. Donc, j'ai fait Dubaï, Le Caire, Abu Dhabi et Riyad sur cette année. Okay. C'est effectivement une région exceptionnelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a marqué? L'écosystème. L'écosystème regroupe beaucoup d'ingrédients. Donc, on a une grinta de la population des fondateurs. C'est-à-dire que quand tu rencontres des fondateurs, ils ont un ADN. Ils ont la niaque. Ils ont la niaque. Où ça partout? Alors, en l'occurrence, on dit beaucoup ça en Égypte. Je vais te dire. On dit qu'en Égypte, c'est des tueurs. Et en Égypte, tu sens la niaque, tu sens le... Je sais plus qui me disait, un Égyptien, il a une opportunité, elle peut être... Même en Irak, il va y aller. En Tanzanie, il connaît pas le pays. C'est pas une critique pour la Tanzanie, mais juste le gars, un petit pays, il connaît pas. Il y va parce qu'il y a une opportunité. Il se pose pas de questions. Absolument. Ils ont un yes mindset et une culture à l'anglo-saxonne qui est exceptionnelle. Ils ont une capacité à break the boundaries, en gros, casser les barrières qui est assez unique. Ils sont très fiers. Je pense que ça, c'est un héritage culturel. Ils n'ont rien à perdre. Et puis ils ont Timoto El Bladoum, je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois, pour Masr Dunya, c'est berceau des civilisations. Et en même temps, ils ont envie d'avoir une souveraineté technologique aujourd'hui. Donc ils ont un écosystème incroyable. Ça, c'est pour l'Égypte. Dubaï, ça reste une vitrine marketing. Donc Dubaï, c'est quoi? Dubaï, c'est pas un gros marché, c'est un petit marché. Non, Dubaï, c'est une porte pour le reste. Alors, c'est comme ça ou là, ça déjà, c'est un petit peu galvaudé? Porte, je dirais que c'est effectivement galvaudé. C'est plutôt un launchpad pour ceux qui veulent s'y installer, parce qu'il y a un lifestyle sympathique. Maintenant, les coûts de transfert sont énormes. Ça coûte extrêmement cher de vivre à Dubaï. Tu veux dire transfert personnel? Transfert personnel, pour aller habiter familial. Là-bas, c'est très très cher. Lancer des équipes là-bas, ça coûte extrêmement cher. Les talents sont payés une blinde. Mais ça reste une vitrine de visibilité et pour être dans les radars. Maintenant, là où il y a un vrai marché, c'est l'Arabie Saoudite. Riyad, on est sur vraiment une profondeur de marché exceptionnelle. On est sur un environnement... Pas une très grosse population. Pas une très grosse population. Pas le Maghreb à peu près. Walakin, pouvoir d'achat très élevé. On a un ASP 3 fois supérieur. Average selling price 3 fois supérieur à celui du Maroc. Avec quelquefois des ressources moins chères. Average selling price, c'est les paniers moyens sur... C'est quoi? C'est sur tous les produits? Sur un produit. Sur un produit, ok. C'est le prix moyen d'un produit, en gros. Il est 3 fois plus cher ou les gens dépensent 3 fois plus cher? Ok, pour un produit physique classique. Pratiquement. Il est quasiment 3 fois plus cher qu'au Maroc. Exactement. Ok. Et puis surtout, tu as des programmes de soft landing à Riyad. C'est-à-dire que they want people to come, settle, invest. Et ça veut dire quoi concrètement? Moi, je suis un fondateur, je pars, j'ai quoi?
Bah, tu as un environnement de travail, tu as un écosystème qui t'aide sur le plan de l'accompagnement, du financement, un Donc, doing c'est pas business forcément du plus financement, mais simple tu as des poussé. choses qui t'aident. Tu vas Qui avoir un a- endroit où travailler, tu vas avoir des gens qui vont t'accompagner, etc. Exactement, et tu as un réseau plus facile, tu as des gens qui sont willing to help. J'ai trouvé la culture saoudienne très propice, très proche de l'hospitalité marocaine. Ok. Et Très très proche, on m'a dit extrêmement récemment que tu avais proche. une très bonne image des Marocains. Ils adorent les Marocains. Ils veulent faire de plus en plus de choses avec les Marocains. Je les ai reçus hier au bureau. J'ai reçu une délégation saoudienne qui est en train de mettre en place un projet de réseau de business angels ici au Maroc, en Ok. partenariat avec le ministère de la transition numérique. Et ils disent en gros qu'un Marocain est 10 fois plus proche culturellement des Saoudiens qu'un Égyptien, qui préférait 10 000 fois plus travailler avec des Marocains C'est qu'avec les intéressant. Égyptiens. Elle Ouais. est? Culturellement, ils se sentent plus proches. Alors, c'est assez excentrique ce que je vais te dire, mais ils les observent à la Mecque, comment ils se comportent. Je pense qu'il y a beaucoup de mariages aussi entre les Saoudiens et les Marocaines. Après, les Égyptiens, ils ont plus une mentalité à l'anglo-saxonne, peut-être, qui est Les différente. Égyptiens ils considèrent et ils ont une perception du fait qu'ils soient plus imbus de leur personne, là où les Magharbas sont plus. Ok. Euh, donc, de fait, ils préfèrent travailler avec les Marocains. Après, il y a une élite marocaine à Riyad, exceptionnelle. Donc, j'avais passé une soirée avec le chairman d'Endeavor en Arabie Saoudite, Mhm. où il y avait toute l'élite marocaine de Riyad. C'est top-notch profiles. Donc, ceux qui sont à C'est des gens Riyad. qui font quoi? Donc, ils font extrêmement bonne impression sur plein de sujets. Ben, il y en a qui sont juristes, avocats de très haut niveau. Il y en a qui travaillent, qui sont membres des COMEX de boîtes dans des boîtes de oil and gas. Il y en a qui sont investisseurs, business angels. Il y en a beaucoup dans la tech et dans le dev qui sont à la fois entrepreneurs et travaillent dans des grosses structures. Il y en a qui étaient initialement à Dubaï dans le conseil, qui se sont reconvertis à Riyad pour être plus proches Dans de les leurs fonds, clients. family office ou là, entrepreneur. Dans les fonds, family office, entrepreneurs, consultants, franchement sur Ouais. toute la Donc il y a chaîne. top profil Top profiles. et du coup, il y a la possibilité, tu penses, de faire des ponts entre le Maroc et là-bas, ça peut être sous quelle forme? Alors, les ponts, c'est un autre sujet. Parce qu'il y a, ça peut être un marché intéressant. Il y a Ouais. des fondateurs marocains qui se disent en fait, je vais aller là-bas. Ou là, soit Oui. ils montent une boîte directement là-bas, ou là au Maroc, mais ça peut être un marché à viser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors justement, je me suis pas mal penchée sur cette analyse parce que je me suis dit culturellement, et on a des corridors diplomatiques, on a une facilité culturelle avec les Saoudiens, on a une envie de la part des Saoudiens à travers des programmes dédiés. On a aussi une envie, j'ai une envie, on a statistiquement beaucoup de Marocains, notamment dans le dev, qui quittent parce qu'ils ont des Quand tu dis contrats dans le incroyables. dev? Alors les Développement, développeurs, ok, développeur, ok. ouais, développeurs Les quittent le software engineers Maroc. qui partent là-bas? Complètement. Ok. Des contrats incroyables, que ce soit dans des grands Donc ils groupes, débauchent des software engineers au Maroc énormément. qui vont là-bas, qui habitent en Arabie Saoudite. Ok. Énormément. Et j'en ai parlé avec. Je le voyais pas trop, ça. Si, j'en ai parlé avec quelqu'un qui gère les labs de l'UM6P qui me dit la destination number one aujourd'hui, c'est Saoudia. On Ok. les forme, Tiharbo, Timchoul Saoudia. Et donc je me suis dit, mais pourquoi le scale-up ne se fait pas naturellement en Arabie Saoudite? Je me suis un peu penchée sur la question. Ou même. Alors Donc Dubaï, le scale-up, j'ai donc tu dis compris. une startup qui s'est lancée au Maghreb, où là tu parles de ça, donc qui Ouais, a ouais. déjà un proof of concept et Ouais. qui naturellement son marché numéro 1 quasiment, le numéro 2 c'est l'Arabie Saoudite. Alors, c'est effectivement une start-up qui a atteint la taille critique pour aller dans d'autres marchés, D'accord. et of which Saudi Arabia should be among these markets. Mhm. Et donc, et en fait, je me rends compte que c'est pas évident. C'est pas évident. La culture de travail, à contrario de la culture tout court, s'avère plus compliquée. En tout cas, statistiquement, on ne voit pas encore beaucoup de boîtes qui arrivent à le faire. C'est-à-dire? Les startups n'arrivent pas encore à passer le cap. C'est-à-dire que celles qui vont là-bas, qui s'installent, etc., il n'y en a pas beaucoup statistiquement. Mhm. Je pense qu'elles n'osent pas encore le faire par manque de connexion ou par manque de curiosité par rapport à ce Quand tu dis la marché. culture du travail, il y a une culture du travail différente? Une culture de travail différente. Ils sont quand même beaucoup plus sophistiqués, développés que la façon de travailler au Maroc. Moi, ce qui m'avait fasciné, je débarque à Riyad à l'aéroport, on est quand même sur un schéma e-gov qui n'a rien à voir. Donc on a 10 ans d'avance. Ça va extrêmement vite.
Les liens sont plus soft, mais la façon de travailler est beaucoup plus processée, beaucoup plus rapide, beaucoup plus... Ok. Donc, tu veux dire, il faut un certain type quand même d'équipe qui est capable d'aller à cette vitesse-là et de... Exactement. Et puis la taille critique surtout, et de façon générale, quel que soit le marché de Ouais. destination. Et mine de rien, ça va te coûter cher quand même. Bien Si sûr. tu vises le marché, que tu Coût dois de avoir des équipes sur place, ça transfert, va te coûter cher. coût de transfert, quelle que soit la destination, dans le GCC, reste un sujet. D'accord. Donc, juste pour reboucler sur ce que je disais, Égypte est plus, de façon plus, comment dire, évidente, un launchpad vers Saoudi que Maroc vers Saoudi. Juste proximité. Plus de fondateurs qui Euh, l'ont fait, je pense, le playbook le عندهم. playbook Dans عندهم. l'écosystème, il y a beaucoup de fondateurs qui l'ont fait. Donc, Absolutely, ouais. exactement. Donc, effectivement, comme tu dis, playbook عندهم. Et la proximité. Et aussi le fait qu'il y ait une communauté égyptienne déjà installée, tout simplement. Communauté moins élitiste que celle du Maroc. Je reprends les termes de mon analyse, enfin de ce qu'on m'a dit quand j'ai rencontré beaucoup de monde sur Mais il y a place. beaucoup plus de gens, j'imagine. Beaucoup En plus Arabie de gens, Saoudite, ouais. beaucoup plus de gens. Donc voilà, donc ça c'est pour Riyad, ensuite le Caire, ensuite on va parler d'Abu Dhabi. Abu Dhabi est un foyer de développeurs de très très haut niveau, où des boîtes d'IA s'installent, mais à foison. Mhm. Et c'est aussi un endroit qui abrite énormément de startups de par un écosystème juridique et fiscal intéressant. Donc, c'est un peu le Delaware de la région. Ok. On a ADGM, on a aussi des accélérateurs qui ne sont pas des moindres, notamment FlatSix Labs, qui sont même immeubles que ADGM. C'est quoi, je connais pas, c'est des accélérateurs? Des accélérateurs, Ok. des incubateurs, Et c'est là où tu as des écosystèmes AI71, la boîte builders. d'IA, tu as TII, donc Absolument. leur institut de technologie. Et AI71 sont basés à Abu Dhabi, effectivement. Et vu que ces boîtes-là traitent des use cases qui, a priori, vont être utiles à grande échelle, ils targetent des clients publics qui sont installés à Abu Dhabi. Donc ça, c'est pour Abu Dhabi. Donc, alors, les startups à proprement dit qui démarrent sont en général à Abu Dhabi. Ensuite, elles vont essayer de scale en Arabie Saoudite. Les développeurs et on va dire la brique tech pure est à Abu Dhabi. L'écosystème, la Grinta, c'est plutôt l'Égypte. Et Dubaï, c'est plutôt la vitrine marketing Qui attire. qui attire. Qui attire capitaux, talents, etc. Qui ensuite vont peut-être se déplacer. Capitaux, je viser ne sais pas, parce que même les levées de fonds à Dubaï ne sont pas dans des chiffres finalement Donc les exceptionnels. grosses levées de fonds, c'est en Arabie Saoudite? Non, je parle de Dubaï. Ok. Dubaï, tu m'as parlé de capitaux. Bah, finalement, les capitaux, ils sont pas à Dubaï. Non, mais je veux dire, du coup, la grosse partie des Ah capitaux, oui, c'est plutôt en Arabie Saoudite. complètement. Ils vont plutôt Complètement. lever Ouais. investir en Arabie Alors, Saoudite. tu as beaucoup de fonds avec des fonds de fonds souverains. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut, nous, tu vois, au Maroc, tirer de ces pays-là? Est-ce que, si je prends l'Arabie Saoudite, c'est des pays qui ont organisé leur développement vers la tech? Mhm. Comment ils ont fait pour attirer autant de capitaux? Parce que certes, ils ont des capitaux sur place, mais il y a aussi beaucoup d'investisseurs étrangers qui y vont. Ouais. Pareil, l'Égypte, est-ce qu'on peut tirer quelque chose de cette grinta? Mhm. Quand tu es revenu de ce voyage-là, qu'est-ce que tu as dit aux fondateurs ou aux investisseurs sur place, ici? Alors, premier sujet, je me suis dit, on ne sait pas se vendre au Maroc. Je me suis dit, on a une qualité d'entrepreneur. Parce que jusqu'ici, je t'ai parlé d'écosystème, je t'ai parlé d'écosystème, je t'ai parlé de foyer d'accueil, je t'ai parlé de qualité de vie, de lifestyle, je t'ai parlé de stratégie, on va dire, gouvernementale pour pousser le capital, mais je t'ai pas parlé de nature de pipe. Au Maroc, et pour avoir été dans l'écosystème pendant 8 ans, je suis rentrée dans l'ADN de l'entrepreneur marocain pour l'avoir accompagné, financé, suivi. On a des fondateurs marocains d'une résilience exceptionnelle. Je le dis, j'ai pas peur de le dire. De par la difficulté du doing business au quotidien, de tous les irritants, tout ce qui, on va dire, va en fait dévier le regard du core business et de la production de valeur. Mais il y a 1000 raisons de mourir every day. Et pourtant, les mecs sont là. Ils sont là avec le cœur, avec l'esprit, avec sabr. Et sabr, c'est la résilience.
avec l'espoir que les choses vont changer parce qu'ils voient le changement très lentement, mais du coup, ils s'accrochent. C'est quoi? Ils peuvent s'accrocher. Tu prends les mêmes, tu les mets dans un environnement propice, bah, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, tu prends les mêmes, tu les repackages dans un truc plus sexy, qui sait se vendre et qui sait mettre en valeur toutes les qualités intrinsèques, au-delà des caractères, enfin de tout ce qui est exogène, bah, ça peut donner quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que, de fait, le Marocain n'a pas suffisamment confiance en lui, et en ses compétences, et en ses qualités, et en ses ressources. L'Égypte, qui n'ont pas du tout les mêmes forces que nous, sont dans un mindset où on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, pas pour reboucler sur ce que je disais tout à l'heure, mais pareil, ils savent mieux se vendre, ils savent vendre leurs skills, ils savent vendre leurs solutions. On l'a facilité, je pense, de par la langue, d'aller sur des marchés et d'exposer ce qu'ils vendent un peu partout dans le monde. Embraye sur le volet Égypte, culture, etc. Nous, on a tout à fait l'opportunité de le faire. Ils ont des avantages qu'on n'a pas, tu vois. On parle de leur taille de marché, etc. Mais nous, on a plein d'autres avantages de stabilité, de situation. Alors, taille de marché, je vais revenir sur ce de situation sujet. géographique, de liens avec des pays. Ok, peut-être qu'on parle moins anglais, mais on est quand même multiculturel, donc on est ouvert sur le monde. Donc effectivement, on a plein d'avantages, mais on n'en profite pas suffisamment. Parfois, on n'en profite pas, ouais. Je fais une petite pause dans cet épisode pour te parler d'un nouveau partenaire que je suis très content d'accueillir sur Nextwave, Tayara.ma. Tayara, c'est la première plateforme de réservation de billets d'avion 100% marocaine qui te permet de payer directement en dirhams. Ça s'appelle Tayara, T-Y-A-R-A.ma. Et avec cette plateforme, fini les frais de change et les mauvaises surprises lors de l'achat de vos billets d'avion. Si vous habitez à l'étranger, si vous partez en voyage depuis le Maroc et même pour vos voyages professionnels, Tayara.ma va vraiment vous simplifier la vie. La plateforme permet de comparer de nombreuses compagnies aériennes en quelques clics pour vous donner accès à un très large éventail de destinations. L'expérience est ultra fluide, vous pourrez filtrer selon vos préférences, prix, durée, escale, service à bord. Et en quelques clics, votre billet d'avion est réservé et vous pourrez payer en dirhams. Et en plus, il propose en option un service de transfert aéroport, donc vous voyagerez sereinement du début à la fin. Ce n'est pas tout, si vous voulez tester et que vous venez de notre part, Tayara.ma vous propose 5% sur les billets d'avion achetés sur la plateforme. Bref, pour votre prochain voyage, utilisez une plateforme marocaine et allez sur Tayara.ma. Allez-y et utilisez le code NEXTWAVE, et sur ce, on reprend l'épisode. Tu me parles de taille de marché, je rappelais ce qu'on disait la dernière fois dans le panel qu'on a eu ensemble. Sur certains secteurs, on a une taille de profondeur qui est complètement injustifiée, qui a de quoi faire, franchement. Ça, je trouvais ça très intéressant. Quand on a discuté, quand on s'est rencontrés, tu avais un discours très différent des autres investisseurs, où tu regardes des opportunités au Maroc, des opportunités ailleurs. Et d'ailleurs, on en parlera parce que tu as fait 2 fonds dans ta carrière, donc qui n'ont pas forcément les mêmes thèses, etc. Mais tu crois en des opportunités qui sont... pas 100% marocaine, parce qu'une boîte, elle peut toujours évoluer, etc. Mais en tout cas, tu me disais, oui, sur certains secteurs, on peut faire des choses ambitieuses, on a des marchés assez profonds. Et tu me disais, on peut aussi monter des boîtes en se disant sur quelle force marocaine on peut se positionner, capitaliser, pour ensuite aller ailleurs. Exactement. Et c'est assez différent de ce que j'entends. Oui, bah en fait, tu as 3 equity stories, en gros. Tu as la première qui est de dire, je veux démarrer du Maroc comme un marché de test et un marché d'expérimentation, et ensuite essayer de faire la même chose à l'étranger. Et de par le fait que ça a été plus dur au Maroc, bah, a priori, ça devrait aller plus facilement à l'étranger. Et je suis positionnée sur un sujet qui est universel. Ensuite, tu as le sujet de dire, je veux faire un truc made in Morocco, made for Morocco. For Morocco, ouais. Et la recette n'a rien à voir avec tout ce qui peut se passer à l'étranger. C'est pas parce que ça a marché dans 5-6 pays à l'étranger que ça va forcément marcher au Maroc. Ça se trouve, on est sur un crash test. C'est un crash test. Mais si je craque le Maroc, je suis le roi du pétrole. Okay. Parce que déjà, c'est une fierté. Ensuite, ça a la profondeur nécessaire au Maroc. Ensuite, c'est des boîtes achetables, que ce soit au Maroc ou par un acteur qui veut venir avoir un footprint Maroc. Il faut qu'on rentre sur chacun de les trucs. Mais troisième equity story, il y a encore autre chose? Troisième equity story, c'est je suis global first. Directement. On teste directement. Ouais. On teste, mais c'est-à-dire, c'est vraiment le tout début. Ouais. Premier seuil de chiffre d'affaires à terre, et on part rapidement à l'étranger. Deuxième, focus Maroc. Et troisième, c'est directement ailleurs. Je focus à l'étranger, mais je suis basé au Maroc.
Et donc ça, c'est... pourquoi je suis basé au Maroc? C'est parce que j'ai Non, des avantages parce que j'ai des avantages écosystème. Non, pas écosystème, parce que c'est la main-d'œuvre, parce que Je vais je avoir suis des installée au développeurs, je suis Maroc. installé au Maroc, je vais trouver des développeurs, etc. etc. Exactement, Ok. exactement. Et j'en fais un lab de production Ok. pour le monde. Si tu fais un truc 100% Maroc, Ouais. c'est quoi les marchés justement sur lesquels tu peux te positionner et qui peuvent faire que tu peux faire une histoire 100% marocaine? Bah, c'est les marchés qui résolvent tout simplement les problématiques maroco-marocaines sur des sujets souverains pour le Maroc, sur des secteurs qui sont structurants pour le pays. Je cite l'éducation, je cite l'agriculture, je cite l'industrialisation, je cite donc j'ai dit éducation, santé, agriculture, qui sont finalement des sujets Mobilité. Mobilité parce qu'il y a un momentum, effectivement, mais dans l'absolu, qui Ouais. résolvent des problématiques maroco-marocaines. Je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, on est sur un momentum Coupe du Monde. On a besoin d'applications qui vont servir cette dynamique, à la fois touristique, à la fois gaming, à la fois expérimentation, à la fois ticketing, etc., etc. Donc si on a des startups aujourd'hui qui résolvent ce genre de problématiques et qui arrivent à craquer le marché, qui arrivent à l'adresser vraiment avec un niveau de précision, bah, c'est des startups qui, je pense, ont la profondeur, ont le niveau ont un momentum et ont une carte à jouer. Ok. Donc aujourd'hui, quand tu regardes les problématiques, tu vois, si tu regardais des opportunités aujourd'hui, Mhm. les 2-3 secteurs que tu regarderais, ce serait majoritairement ce qui est relié éventuellement aux prochains événements et ce qui est relié aux grandes problématiques du Maroc. Je regarderai là Comment où il y tu a... mappes un petit peu le Ouais. marché en tant Bah, qu'investisseur? effectivement, je regarderai là où il y a une taille critique et une demande qui va exploser sur les 10 à 20 ans en local. Je parle toujours du Maroc. Ouais. Je regarderai là où il y a un momentum sur des sujets comme le hospitality, experience, gaming, etc. Je regarderai évidemment les sujets fintech parce qu'on sent quand même très doucement que c'est en train de se libéraliser. Mhm. Pas encore à 100% pour les nombreuses raisons que l'on connaît, mais on sent quand même qu'on a envie de fluidifier en tout cas la supply chain financière au sein du pays. Et puis je regarderai naturellement des sujets universels qui sont dans l'impact investing, mais qui touchent directement évidemment les Ouais. Marocains. Et tu disais, c'est beaucoup plus dur de faire la première étape au Maroc. Et donc, si tu réussis à la faire, en fait, tu peux aller ailleurs et tu as l'impression de... Tu peux aller ailleurs, pas parce que ça va réussir, mais parce que tu as les qualités Tu as les intrinsèques qualités, pour aller tu as nulle part. construit la Enfin, pour aller résilience, où tu as ouais, construit exactement. le sabr pour y arriver, etc. Ouais, exactement. C'est quoi, parce que tu disais death by a thousand cuts, toutes les choses qui peuvent un petit peu te ralentir et justement qui font que le marché est difficile. Mhm. Qu'est-ce qui rend le doing business vraiment difficile au Maroc? Je pense il y a le risk aversion, le fait que la prise de risque ne soit pas encore totalement... Partout, c'est-à-dire, là on parle Partout, pas des sur tout entrepreneurs, tu parles de l'écosystème. le partenariat, Kouchim khloé. vendre à un grand groupe, etc. etc. Kouchim khloé, et donc Kouchim khloé. ça retarde. Kouchim khloé parce que... Parce que si on échoue, plus personne ne fera confiance, parce que machin, parce que si, parce que là. Et at the end of the day, le coût de l'erreur, j'ai pas envie de m'avancer, mais c'est pas si important finalement. Ouais. Et en tout cas, en reprenant certains playbooks dans des pays émergents, je regarde même pas les pays développés. Il faut absolument avoir vécu ça pour comprendre quels sont quels sont les ingrédients pour réussir par la suite. Deuxième sujet, donc bref, numéro 1, je dirais le mindset. Deuxième sujet... Sur le mindset, c'est quelque chose, toi en tant qu'investisseur, sur lequel tu discutes ou sur lequel il y a des moyens d'aider, ou là c'est quelque chose qui juste avec le temps qui évolue? Alors, sur le mindset, déjà, personnellement, je suis quelqu'un qui prend des risques et j'adore les entrepreneurs qui prennent des risques. Okay. Donc, donc déjà, il y a un fil naturel qui se met en place. Plus des gens prennent des risques, plus effectivement il va y avoir des histoires Exactement. qui vont fonctionner ou pas, mais dans tous les cas qui vont Exactement. Alors évidemment, il faut faire attention à certains enjeux, etc. Mais dans l'absolu, moi, des entrepreneurs qui prennent du risque, qui veulent tester plusieurs choses, qui itèrent rapidement, qui sont dans un yes mindset finalement. Alors je dis pas qui ont peur de rien, mais en tout cas qui gardent les pieds sur terre tout en regardant, tout en ayant en fait envie vraiment de voler.
j'adore ça, ça me parle, ça réveille quelque chose d'assez naturel chez moi. Très naturellement, j'ai envie d'aller vers ces gens-là. Deuxième sujet, c'est la lenteur. La lenteur. Alors la lenteur, elle est bien, elle n'est pas bien. Je pense qu'elle nous sied dans un sens, parce que le pays se construit comme ça, s'est construit comme ça, et continue à se construire comme ça. Et notre playbook, dans son succès, fait que on a besoin de faire les choses doucement et lentement. On ne veut pas brûler les étapes, on construit dans le temps, et quand on construit, c'est stable. Et la stratégie de nos plus hautes instances l'a démontré. Toutes les réalisations qui ont eu lieu se sont faites de manière progressive dans le temps, de façon timée, de façon bien étudiée. And it seems to be working. Maintenant, pour toute cette génération montante, tous ceux qui sortent des écoles et qui ont la niaque de faire plein de belles choses, tous ces talents qui rêvent de rentrer au Maroc et qui sont dans un schéma où ils veulent se reconnecter avec leur pays, they don't have that time. Ils sont friands d'entreprendre, de tester, de se planter. Ils veulent avoir ce terrain d'expression et d'ouverture qu'ils ne trouvent pas encore, malheureusement. Donc, je pense que parmi les choses qui feraient qu'on puisse avoir un schéma de réconciliation, c'est que les choses soient un peu moins lentes et puissent permettre justement à ces gens d'être dans leur tempo sans se sentir coupables d'être tangents ou clivants ou sortant du cadre. Ouais. Donc la lenteur, c'est un vrai sujet. Intéressant. J'aimerais bien comprendre comment tu es arrivé dans l'investissement. Et tout à l'heure, tu m'as dit un truc intéressant. Tu m'as dit aux US... j'ai eu un certain nombre de déblocages. Quel déblocage tu as eu? Ouais. Et ensuite, est-ce que tu peux me raconter comment tu es arrivé dans le monde de l'investissement? Ok. Je commence par la deuxième question. Donc déjà, j'ai fait des stages en banque d'affaires. Donc quelque part, j'ai un peu démarré dans l'investissement. J'ai fait du M&A, j'ai fait du leverage buyout. M&A, c'est plutôt acheter et vendre des boîtes. Leverage buyout, c'est plutôt financer à travers de la dette massive, des achats, souvent via des fonds de private equity. Et donc j'ai eu la chance de travailler sur des deals d'envergure très importante aux États-Unis et au Canada, sur une période courte, mais néanmoins qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, à la fois techniquement et surtout d'un point de vue soft skills. J'ai eu la chance d'être exposée très rapidement, j'avais 26-27 ans, à des seniors bankers, sur des deals où il y avait un niveau de concaténation de stars du monde de la finance à Wall Street qui était assez impressionnant, sur des secteurs très diversifiés. Les déblocages, le premier sujet, c'est d'oser, mais d'oser vraiment. Moi, j'ai fait HEC, le slogan, c'est apprendre à oser. Ce slogan, je le voyais sur papier, mais je voyais surtout des gens qui étaient dans un schéma d'excellence. Je le voyais surtout sur le papier. Quand j'étais aux États-Unis, je voyais des gens qui osaient vraiment. Je me suis dit, en fait... Sous quelle forme? Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'apprends pas à oser, alors tu oses ou tu oses pas. C'est presque un ADN. Sous quelle forme? C'est très simple. J'avais un co-analyste à l'époque qui avait 3 ans de moins que moi, qui avait fait un bachelor, qui avait 23 ans. Parce que là-bas, ils font 3 ans, ils travaillent. Ouais. Quand tu viens de France, t'as 26, 27 ans. Eux, ils ont 21, 22 parfois. Ouais. Exactement. Moi, je m'étais tapé des nuits entières de modélisation, etc. Lui, évidemment, je te passe le parcours prépa, etc., où tu fais 50 000 matières. Lui avait une culture financière débordante par rapport à celle que j'avais, ayant lu un certain nombre de livres, innombrables, sur tous les sujets financiers les plus importants des États-Unis, sur les crises, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, il avait une facilité à aller s'exprimer avec des seniors bankers et à aller taper à leur porte pour les solliciter, pour poser des questions, pour déjeuner, pour créer du lien que moi, je n'avais pas à l'époque. Et je ne comprenais pas cette aisance. Je ne comprenais pas d'où elle venait. Je ne savais pas s'il fallait l'apprendre ou si elle était naturelle. Et finalement, j'ai juste compris qu'elle était consensuelle dans un environnement qui, en fait, valorisait ça. Et troisième sujet... c'est la prise de parole dans des environnements structurés, notamment dans des comités de direction, etc., où tu as un niveau de seniorité, toi tu arrives, tu as 23 ans, tu n'as pas grand-chose à dire, mais vu que tu as tellement travaillé sur le sujet, finalement tu as plus de contenu que ceux qui l'ont survolé, donc tu as toute ta légitimité. Dans un environnement français, on t'aurait dit tu te bip, voilà. Ouais.
Aux États-Unis, on te dit, bah, go ahead, on t'écoute. Ça doit te présenter. Et ça, en fait, ça a un effet sur tout le reste ensuite. Que tu oses plus, Bah, en fait, c'est simple. J'ai juste compris qu'il fallait déconstruire tout ce que j'avais appris avant. I had to be the entire opposite of what I was starting to become. Après, je me suis dit, tu as 26 ans, soit tu vas te faire pote avec tous les seniors bancaires, tu vas déjeuner avec tout le monde, tu vas aller discuter avec toutes les personnes les plus importantes de la place, tu vas te créer un réseau, tu vas te connecter aux Marocains de la place, tu vas te connecter au monde de la tech. Ça, quand tu es venu au Maroc? Ah, pas du tout, quand j'étais aux Là-bas? États-Unis déjà. Ok. Donc j'ai commencé à utiliser mon temps hyper intelligemment. Pour te faire du réseau, rencontrer des gens. Exactement. Déjà, pour changer de façon d'être et d'agir, utiliser mon temps, Changer me de faire façon du d'être, réseau. c'est-à-dire justement être plus... rencontrer plus de monde, avoir plus confiance aussi de ce que tu disais. Alors, avoir plus confiance, je pense que j'avais un terreau pour avoir, naturellement, la confiance, c'est pas quelque chose que tu peux travailler en un an. Ouais. C'est quelque chose que tu dois effectuer. Il faut un déclic. Donc, j'avais des prédispositions pour être sereine. Je suis plutôt fière de la personne que je suis. Mais effectivement, je me suis décomplexée par rapport à plein de sujets. Ensuite, j'ai développé des sales skills assez naturellement, avec du travail aussi. J'ai développé des capacités à m'exprimer de façon libre. Voilà. Donc, basically, c'était un peu ça le sujet. Ok. À quel moment tu décides de quitter les US? Alors, j'ai pas décidé de quitter les US. Je suis tombée malheureusement sur le travel ban de Trump en 2016. Donc, j'avais une problématique de visa. Suite à quoi, parmi les options qui se proposaient à moi, c'est de faire un transfert à Dubaï. Pas de bol, je suis du crude oil à l'époque. Les headcounts sont gelés. On me propose de faire un contrat, temporaire à Natixis à l'époque. Ça ne s'est pas fait. Je pense que je n'ai pas eu les conditions favorables pour que ça se fasse. Donc il y a eu une redirection vers le bureau de Paris qui était un plan social. Et en l'occurrence, il n'y avait pas d'activité de LBO. Donc on me propose d'aller refaire du M&A, mais dans des conditions évidemment totalement différentes. Donc je ne suis pas sur du large cap, je suis du mid cap. Faire des deals qui n'ont pas la même nature d'exposition, sur des horaires extrêmement, qui n'ont rien à voir, avec un management qui n'a rien à voir, avec... C'est plus ce dont on parlait, ouais. Je ne m'y voyais pas du tout. Donc pour moi, le retour en France s'est fait dans la douleur, et encore plus dans la douleur parce que je sortais du monde de la finance et je rebasculais vers le monde du conseil que je ne connaissais pas à l'époque, dans un environnement franco-français ultra parisien, mais évidemment, à de la douleur, ce qui va aussi permettre de reconnecter avec le monde des startups. Donc, c'était un mal pour un bien. Encore une fois, je le dis, c'était dans la douleur, mais heureusement que ça s'est fait. Parce qu'en fait, c'est là où tu reviens dans la tech. Sinon, potentiellement, tu restais en finance pendant longtemps. Absolument, exactement. Je reviens dans la tech, je reconnecte avec la France, mais je vois l'évolution et je reconnecte avec le Maroc. Ouais, t'es plus proche, naturellement. Exactement. C'est des choix qui se sont faits par défaut, mais je pense que l'histoire s'est finalement bien goupillée autour du Maroc. Ok. Quand tu rentres au Maroc, tu rejoins Southbridge à ce moment-là. Exactement. Ouais. Tu rejoins Southbridge, tu fais quelques années en conseil. Alors, je fais quelques années dans l'accompagnement de start-up. C'est là où c'est intéressant. Southbridge a été un terrain d'expression assez unique. Donc, c'est une boîte de conseil, effectivement, fondée par des ex-fondateurs, des ex-partenaires au sein d'un très grand cabinet de conseil, McKinsey au Maroc. Moi, j'avais rejoint, j'allais presque dire exclusivement, pour travailler sur les sujets de l'entrepreneuriat. Okay. Dans mes entretiens initiaux avec les partenaires, l'objectif, c'est que je capitalise sur ce que j'avais vécu en France et que je puisse en profiter. Alors, en France, juste entre parenthèses, j'avais travaillé, et notamment lors de mon retour en France, j'avais travaillé sur une grosse mission de mise en place d'un gros programme pour la BNP, mais avec une envergure mondiale. Donc, on avait mis en place un programme d'accélération, d'incubation
de start-up provenant des talents de la BNP, mais aussi connectés à des partenaires stratégiques dans l'IoT. On ne parlait pas trop d'IA à l'époque, mais notamment dans l'IoT, je parle en l'occurrence de Sigfox, on avait des gens de Google qui nous accompagnaient, etc. Et l'objectif, c'était de sortir des produits from BNP et qui pouvaient être financés par la BNP et ensuite spin-offés à usage mondial sur plusieurs contrées dans le monde. Programme exceptionnel. Je fais une petite pause dans cet épisode pour te parler de mes amis et partenaires TapTapSend que j'utilise personnellement et qui soutient NextWave depuis le début. Si tu habites en dehors du Maroc, tu dois absolument connaître TapTapSend. J'ai personnellement vécu 10 ans en France et comme tous les Marocains qui habitent à l'étranger, j'ai voulu envoyer de l'argent vers le Maroc. Certains veulent soutenir des proches, certains veulent épargner au Maroc ou investir leur argent, mais dans tous les cas, dans ces moments-là, on recherche 3 choses: rapidité, simplicité et le moins de frais possible. C'est ce que propose TapTapSend. Il permet d'envoyer de l'argent vers le Maroc depuis une trentaine de pays dans le monde et ce qui m'a convaincu, c'est que les transferts bancaires sont gratuits. En gros, leur modèle, c'est une petite marge sur le taux de change et ils sont transparents et compétitifs. Ils proposent un des meilleurs taux du marché. Donc si vous voulez envoyer de l'argent vers le Maroc, ne réfléchissez pas et téléchargez l'application TapTapSend. Vous pourrez transférer votre argent vers des comptes bancaires, mais aussi vers Cash Plus ou Afacash. Si vous venez de notre part, vous recevrez un cadeau lors de votre inscription. Par exemple, 15 € depuis la France ou 25 $ depuis les États-Unis. Donc téléchargez l'application TapTapSend et utilisez le code NEXTWAVE. Je vous remets en description toutes les infos. Vous êtes déjà des centaines à avoir utilisé l'application et certains m'ont remercié pour la recommandation. Et j'aimerais à mon tour remercier l'équipe TapTapSend de me soutenir depuis le début de NextWave. Et sur ce, on peut reprendre l'épisode. Donc, de fil en aiguille, et donc de la discussion que nous avons eue quand je suis rentrée au Maroc, l'objectif c'était à la fois de réfléchir à tous les aspects qui pouvaient constituer une ligne de métier autour de l'entrepreneuriat, mise en place de programmes, design déjà de programmes, mise en place, création de pilotes. Et c'est là où je rentre dans le monde de l'accompagnement pur. C'est-à-dire là où je suis vraiment complètement en amont de la chaîne. Tu vois, donc avant de commencer à dedans. investir, tu rentres dans l'accompagnement. Complètement. Ce qui fait que tu vois un certain nombre d'acteurs. Exactement. Et tu fais de la tech et pas que, non? Tu accompagnes aussi tes PME. Des TPE à l'époque, plus du tout à partir de 2020. Et ensuite, 100% tech. Complètement. Et donc là, pendant quelques années, tu n'as pas de casquette investissement. Pas encore. Et tu fais de l'accompagnement. Exactement. Mais est-ce que tu vois justement l'opportunité d'un investissement? Tu te dis, tu vois des startups dans lesquelles éventuellement tu aurais pu investir, ou là qui ne trouvent pas d'investisseurs. Qu'est-ce qui te pousse à ensuite investir? Alors, juste d'un point de vue chiffre, j'ai passé effectivement 3 bonnes années dans l'accompagnement, dans la mise en place et l'exécution de programmes donc d'accélération. On met en place des programmes qui sont un peu calqués sur les cohortes de YC, Flat6 Labs, 500 Global, etc. Je commence effectivement à avoir beaucoup de monde sur des sujets d'opérationnalisation, commercialisation, reboosting stratégique, levée de fonds, sur des maturités très différentes, mais généralement pré-seed, seed, plutôt early stage. Et là, tu as d'autres programmes qui commencent à se mettre en place sur le marché. Je ne vais pas les citer, mais on va dire la première initiative qui a combiné l'accélération et le financement, arrivée avec des moyens colossaux, où j'avais été sollicitée pour participer activement à cette initiative, et j'avais préféré me concentrer sur quelque chose que j'avais déjà amorcé, une dynamique que j'avais déjà initiée, dont je commençais à être fière quelque part. On était quasiment les seuls sur le marché. Mais néanmoins, dans la discrétion, c'était pas un programme qui était extrêmement communiqué sur le marché, parce qu'on avait besoin de voir les premiers résultats de nos efforts. Quand je vois que les programmes commencent à s'installer, que les boîtes que j'avais accompagnées, suivies, poussées, conseillées, commençaient à se faire financer dans d'autres structures, là je me suis dit, wake up, we have to do something. Il faut qu'on soit sur cette partie-là aussi. J'ai envie d'apporter la brique du financement, en fait. Si j'ai une offre, autant que je l'ai jusqu'au bout. Ouais. Et c'est pas comme si je ne me sentais pas légitime sur le sujet. Je me suis dit, attends, toi tu viens du milieu de l'investissement, tu as basculé vers le conseil presque dans la douleur. Bon, ça t'a appris énormément d'outils, évidemment, mais ça te plaît d'investir, ça te plaît de faire tourner des modèles, ça te plaît d'avoir des projections chiffrées, ça te plaît de dig in the numbers. Donc, je vais voir la personne, le partenaire en question. Je lui dis, il faut qu'on finance ces startups. De toute façon, le nom de la boîte, le slogan, c'est Advisory and Investment. We have to do it.
Donc on démarre une réflexion et puis on commence un petit roadshow un peu léger, on commence à rencontrer certains acteurs. Donc vous allez chercher directement, vous réfléchissez à lever un fonds. Pas du tout, on Ou là réfléchit. plutôt à faire des investissements ciblés et Ouais, faire rentrer des gens. en fait, on n'avait pas une approche extrêmement structurée de ce qu'on voulait faire, mais on commence à tâter le terrain par rapport à la question de l'investissement. Ok. On est même allé dans des considérations de venture builder et de venture studio. Même fait, je pense, en 2017, j'avais monté un business plan pour un venture builder qui sort 7 boîtes par an, avec un ticket de 2 millions par boîte, une prise de participation qui est vraiment très petite, plutôt importante en première année, qui bascule vers quelque chose de plus petit en deuxième année. Un schéma de spin-off en 3 ans, pour un budget global près 20 millions de dirhams, which was nothing at that time. Et même qu'on va voir 3 acteurs hyper importants, notamment des corpos, et je pense que la discussion n'avait pas encore son time to market. Tout le monde nous regarde avec des yeux ronds. What are they talking about? Déjà, ils ont fait un programme d'accélération, ils n'en ont jamais parlé. C'est un peu blurry, on ne sait pas trop qui est financé par le public. On ne connaît pas encore les retours parce qu'ils n'ont pas encore été élucidés sur le marché. La plupart de leurs boîtes sont effectivement sur des programmes beaucoup plus dynamisés, qui n'avaient pas encore de track record. Et à côté de ça, ils nous parlent déjà de programmes futuristes, de venture building et en l'occurrence de VC, etc. Et un beau jour, je fais une rencontre de 2 personnes. Donc une personne qui était proche de mon cercle amical, en l'occurrence celui de mon mari, et une personne qui est extrêmement connectée au niveau du Maroc et qui a un track record assez exceptionnel dans le monde de la banque privée. Voilà. Donc que je rencontre le temps d'une soirée et à qui je parle un petit peu de ce que je fais et j'en parle fièrement. Mais j'avais l'air toute mignonne, à rêver grand à un moment. Et, tout ça, c'était... Mais c'est pas que c'était des épiphénomènes, ces sujets-là. C'était... Et il dit... Mais en fait, il y avait quelques fonds quand même qui investissaient, mais il n'y en avait pas beaucoup. Alors, ça, c'est un autre sujet. Il y avait effectivement 3 fonds historiques qui avaient un ADN beaucoup moins VC qu'on ne le croit, qui n'avaient pas encore la crédibilité du VC à l'époque, mais qui effectivement se sont construits leur track record et qui aujourd'hui sont extrêmement, tout à fait respectés sur le marché, qui ont leurs histoires et leurs avancées. Mais d'un point de vue VC, pure agile, innovant, à l'air du temps, mais en même temps connecté à la réalité de ce qu'on vit et à la réalité du momentum du moment, c'est rien. Donc je dis, en gros, j'ai vu une centaine de boîtes, among which il y a un bon 60% de start-up avec un potentiel d'equity story déjà au niveau pays. Après, on discute. Il y en avait qui avaient un potentiel international, continental, international, complètement. Et avec un bon mix d'ADN d'entrepreneurs, il y en avait qui étaient des entrepreneurs vivriers, ils pouvaient entreprendre 10, 20 fois, 45 fois, sans se fatiguer. Ils étaient faits pour ça. Il y en avait qui étaient plutôt méthodiques, qui arrivaient dans une portion beaucoup plus infime, qui arrivaient de milieux banque, conseil, donc extrêmement structurés, qui arrivaient de France et d'ailleurs, qui voulaient rentrer au Maroc, mais qui avaient déjà fait leur parcours, qui avaient déjà un peu de capital, etc., et commençaient à lancer des sujets un peu intéressants. Et puis, il y avait des entrepreneurs complètement déstructurés, des eternal pitchers, etc. Donc, il y avait un peu de tout. Et donc, j'avais vu une palette suffisante, on va dire une bonne centaine de boîtes. Et je me disais en fait que pour un bon chunk de cette population, apporter un 2 millions de dirhams sur la table pouvait franchement changer l'histoire. Alors, pas changer l'histoire, mais changer un bout de l'histoire, en tout cas amorcer peut-être une dynamique intéressante. Donc, je vais voir cette personne et je lui dis, écoutez, moi j'ai envie de financer les boîtes que j'ai accompagnées. J'ai envie de monter un fonds. Et j'ai envie de monter un tout petit fonds et j'ai déjà le pipe qui est prêt et on peut le déployer très rapidement et on peut aller sur un schéma extrêmement innovant où on fait de l'investissement à limite en bloc parce que les boîtes sont déjà identifiées, accompagnées. C'est-à-dire en bloc. On peut en 6 mois faire un bloc de 6 boîtes investies. C'est-à-dire quasiment investir tout le fonds en 6 mois. Exactement. Parce qu'on a déjà le pipe. On a déjà le pipe, il est déjà Alors étudié, généralement, la due deal est déjà faite. pendant 3-4 ans.
Exactement. Parce que le sourcing et le filtrage et toute l'étude, elle ne vient pas post-fundraising. Là, on a déjà fait le travail. We just need to fund these people. Tu as même parlé des boîtes avant de lever le fonds? Je les ai anonymisés, évidemment, mais oui, bien sûr. C'est assez rare, ça. J'ai exposé un pipe Et je pense que c'est un existant. avantage, parce que sur un premier fonds que tu lèves, il y a Ouais. le sujet du track record, de quelle boîte j'ai déjà Complètement. investi. Là, tu as un peu dérisqué cette partie-là en disant, Exactement. j'ai déjà identifié les boîtes, voici à quoi ça ressemble, et voici à quoi va ressembler le fonds dans lequel vous allez investir. Tout à fait. On Ok. avait un actif très important qui était le programme, qui était en fait une machine de sourcing à l'époque. Alors, évidemment, les choses ont beaucoup changé. Et ce qui est hyper intéressant avec l'aventure Witamax, c'est que c'était un apprentissage, mais vraiment limite au jour le jour. C'était une aventure entrepreneuriale pour moi. C'est quoi la première boîte dans laquelle tu as investi? La caisse.ma. La caisse.ma? Ouais, Ok. super boîte, super fondateur, track record exceptionnel. J'ai investi, il faisait 500 000 dirhams de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je ne te dirai pas les chiffres, mais exceptionnel. Ok, génial. Et c'était quoi les big apprentissages que tu as eu? Parce que forcément, tu lèves un fonds pour la première fois, c'est dur, il y a forcément des erreurs. Est-ce que c'est des erreurs sur la structuration du fonds, tu vois, vraiment l'administratif, comment on fait pour le structurer, ou c'est plutôt des erreurs sur des choix d'investissement? À la limite, ça c'est normal, il y a pas, tous les investissements n'ont pas fonctionné. Ouais. Mais c'est quoi les quelques apprentissages que tu as eus? Ok, alors, la structuration du fonds, je pense que très humblement et sans complexe, je pense qu'on a été extrêmement innovant sur la façon de faire les choses. On a eu une agilité assez exceptionnelle. On a structuré les choses de manière à avoir la bonne gouvernance, le bon niveau de sérieux vis-à-vis de nos LPs, qui, je C'est cite, quoi les points importants quand je structure le fonds? C'est avoir une bonne gouvernance, donc dès bah, le début, alors bonne établir les gouvernance. règles vis-à-vis des LPs, c'est ça? Exactement. Alors déjà, les règles entre nous pour investir, donc le comité d'investissement, comment il est construit, qui il y a dedans, quel est le niveau de due deal qu'on met en place et les garde-fous. Ensuite, il y a un niveau au-dessus qui est le conseil enfin le board, avec les Dans lequel il y a les investisseurs, LPs. dans lequel il y a les LPs. À Et quel juste niveau le comité d'investissement, il y a des gens qui sont opérationnels dans le fonds et des gens externes qu'on fait rentrer dans le il y comité a des d'investissement. indépendants, Donc on bien parle à sûr. des gens indépendants, on leur demande de venir dans le comité d'investissement pour décider avec vous. Bien sûr, pour trancher la décision. D'accord. Ok. Et il y a aussi, nous avions, alors c'était pas courant, mais nous avions une carte pour mettre en place un board site, un site pour l'un des LPs. Dans les boîtes. Dans le comité d'investissement. Dans le comité d'investissement Dans le ou comité ou d'investissement. dans le board des entreprises? Dans le board des entreprises, pas du tout. Ok. C'est le GP qui est dans le Voilà, board des ok. entreprises. Donc c'est notre travail à la limite. Mais dans le comité Dans le d'investissement, il y comité avait d'investissement, un LP, mais qui changeait à chaque fois en fonction de l'investissement. c'était un siège tournant, effectivement. Un siège tournant, d'accord. Mais il y avait un board, il y avait une place, un site pour les LPs. Ok. Exactement. Ce qui ne se fait pas beaucoup habituellement, mais notre approche a été de dire on veut être un club deal d'investisseurs privés, le premier de sa nature au Maroc, et en même temps, on veut qu'il y ait une approche de smart capital, être dans le give back, apporter du temps, ouvrir des connexions. C'est pas de l'investissement passif. C'est pas du tout du VC passif. Et ça se fait vraiment, parce que tu vois, on dit souvent qu'il y a du smart capital, qu'on ne donne pas que de l'argent, etc. Mais dans les faits, souvent, c'est difficile de vraiment aider les startups. Alors, Et de vraiment les aider dans trouver des clients, signer des contrats. Est-ce qu'au final, c'est vraiment quelque chose qu'on arrive à faire? écoute, le modèle, on l'a pas inventé, il existait déjà aux États-Unis. Donc, aller vers des club deals qui sont en fait dans l'espèce de board of angels, board of investors, qui sont très embedded dans le business, c'est des choses qui ont déjà été vues. Et je pense que dans le cadre du Maroc, ça faisait totalement sens dans le cadre d'investissement privé et de l'implication de family office, d'industrie et d'entrepreneurs à succès. Je pense que l'objectif pour nous, c'était que ces gens-là puissent aider les startups. Alors évidemment, ils n'ont pas un rôle opérationnel quotidien, c'est impossible. Ces gens-là ont d'autres planètes à gérer. Ils ne sont pas dans une gouvernance trop rapprochée, c'est pas le but, sinon ils ne seraient pas passés par un GP et donc on n'aurait pas structuré ça en fond avec une équipe dédiée. Ils ne s'immiscent pas dans l'opérationnel, dans les décisions, presque le même bloc que je viens de citer. Néanmoins, les connexions stratégiques, des séances de brainstorming peuvent se mettre en place. Il y a un niveau d'accessibilité qui est évidemment timé, processé et plutôt contrôlé. Et très sincèrement, et sur l'expérience vécue, il y a eu beaucoup d'ouvertures permises à plusieurs niveaux, que ce soit sur le premier fonds, sur le deuxième.
beaucoup plus sur le premier, là où vraiment je pense que les entrepreneurs avaient beaucoup plus besoin d'avoir des rôles modèles, du mentorat, etc. Aujourd'hui, on a un écosystème qui est beaucoup plus solide avec plus d'ingrédients. Et aussi parce qu'on choisit des entrepreneurs qui sont beaucoup plus matures que ce qui s'offrait sur le pipe de l'époque. Mais je pense qu'ils ont pratiquement tous joué le jeu. Alors certains beaucoup plus que d'autres, parce qu'ils ont la fibre, parce qu'ils ont envie de le faire. D'autres étaient un peu plus passifs. On ne peut pas leur en vouloir. Ouais. De toute façon, c'était LPs. Du coup, tu disais sur la structuration, c'était OK. Il y a d'autres apprentissages que tu as eus, des choses qui étaient compliquées et que tu as appris aujourd'hui? Alors évidemment, les process d'investissement ont toujours été extrêmement longs. Dans la nature de faire les choses, tu fais une augmentation de capital, ça prend énormément de temps. Ça prend combien de temps? Ça dépend. J'ai pas envie de répondre à En cette théorie question. ou dans la réalité? J'ai eu des deals qui ont duré 9 mois. Ah ouais, quand même. Ah, mais ça, c'est des deals syndiqués sur deuxième fonds, par exemple. Et ça, c'est pour aligner les intérêts de tous les fonds. Discuter de la documentation avec le fondateur, faire en sorte que les intérêts soient alignés, que les intérêts du fondateur soient protégés, que l'équation économique soit la même pour soit optimale pour tous les fonds. Et ensuite, que l'administration publique fasse son travail pour enregistrer les choses, pour l'augmentation que de le capital. RC soit changé, etc., pour que l'opération soit complètement autorisée et annoncée. Et j'ai eu des deals qui se sont faits en 15 jours. Ouais, donc il y a une compréhension de comment fonctionne le marché, que parfois ça prend du temps, et ça c'est un apprentissage. Tu dois comprendre que oui, c'est comme ça, parfois ça prend du temps, et il faut s'organiser pour. Il y a ça, et puis il y a aussi les erreurs qu'on a faites naïvement au début, parce qu'on ne savait pas, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je sais que si j'ai plus de 4 investisseurs, vaut mieux signer un safe que faire une augmentation de capital avec un round pricé d'un ticket ridicule. D'accord. Et que Ça va aller beaucoup plus vite. L'objectif de valorisation, il vient après, quand tu as un tour conséquent, qu'on parle de, je sais pas, allez, à partir de 5 millions de dollars, ça devient logique. Mais faire un ticket de 500 000 ou les 600 000 dollars avec 4 investisseurs, augmentation de capital au Maroc, pack d'actionnaires de 20 000 pages, doesn't make sense. En tout cas, it makes sense right now au Maroc. Ça permet de verrouiller certains aspects, protéger certains intérêts, mais le temps versus the benefits. Pas toujours intéressant, ouais. Et sur les fondateurs, je pense que tu vois, le VC, c'est un métier très, très, très humain. Il faut vraiment passer du temps avec les gens, les connaître, avoir peut-être l'intuition parfois sur les gens, je pense que c'est vraiment hadin. Tu parlais tout à l'heure des différents types d'entrepreneurs, que il y a ceux où tu sens une énergie débordante, une envie d'y arriver. Tu parlais des éternels pitchers, je veux bien que tu m'expliques aussi. Sans dénigrement aucun. Ce que c'est. Il y en a qui ont des skills de pitcher. Mais c'est... Ouais, est-ce que tu as fait des erreurs d'un point de vue investissement sur des personnes que tu as mal jugées? Et qu'est-ce que tu as appris sur comment on comprend s'il faut investir dans une personne? Est-ce que c'est intuitif? Est-ce qu'il y a des choses vraiment que tu regardes qui sont concrètes et qui peuvent être à partager? Alors, des erreurs, on en a fait, forcément. Bien sûr, il y a eu des fits naturels qui se sont faits d'un point de vue humain, mais il y a eu des aspects qui n'ont peut-être pas été suffisamment étudiés. Peut-être là où, effectivement, on va aller chercher des entrepreneurs qui ont beaucoup d'enthousiasme, qui savent bien s'exprimer, qui expliquent bien leur proposition de valeur, qui ont un sens du commercial c'est la difficulté, c'est que la personne qui arrive Exactement. à bien lever, c'est pas forcément la personne qui arrive à bien exécuter. Absolument. Donc ça, c'est un peu l'éternel paradoxe. Absolument, complètement. Et tu as un autre sujet où tu tombes sur des experts de leurs produits, des experts terrain, des gens extrêmement sérieux, profil bas, mais qui vont avoir beaucoup de mal à convertir les prochains rounds, qui vont pas être dans une equity story VC tout simplement. Ouais. Donc c'est pas des fund returners, c'est des gens qui vont devoir travailler dur, atteindre la taille critique pour être vendus comme dans un process M&A normal. C'est pas forcément le profil idéal, mais c'est en l'occurrence aujourd'hui, de par la nature du marché, le plus safe. Pourquoi? Ça a changé, tu veux dire? Parce que... C'est pas que ça a changé, c'est que tu sais qu'avec ces gens-là, au final, tu vas pouvoir vendre tes parts. You're gonna make it to the exit. Là où effectivement, des gens qui vont pouvoir beaucoup lever, très bien se vendre, aller vers d'autres VC. C'est tout ou rien, Zama. Ah oui, ça va être un peu plus all-in. Ça va être beaucoup plus risqué, mais on ne connaît pas la suite. En tout cas, on n'a pas encore vu des success stories exceptionnels sur des equity stories pareils.
Donc tu as le premier biais, effectivement, le très très bon pitcher, pas que le bon pitcher, quelqu'un qui sait aussi répondre rationnellement à toutes les questions, qui va pouvoir te montrer des avancées, bien exécutées, etc., mais qui va être entêté sur les orientations stratégiques, qui va avoir des sujets d'ego, qui va avoir des sujets de... Il ne va pas supporter d'avoir une gouvernance beaucoup trop présente, qui peut-être n'aura pas la maturité de prendre du recul par rapport à certaines décisions stratégiques, qui ne va pas vouloir s'entourer des bonnes personnes, qui va toujours rester dans son cercle, peut-être d'un point de vue leadership, qui ne va pas savoir garder les bons talents. Un bon CEO, c'est quelqu'un qui recrute bien, c'est quelqu'un qui sait grow his team. Ouais. Et avoir les meilleurs et les garder, les fidéliser over time, c'est pas évident du tout. Donc ça, si tu veux, c'est aussi un sujet. Après, tu as un autre sujet sur lequel on s'est confronté, c'est que malheureusement, on est tombé sur un time to market où il n'y avait pas beaucoup de continuum financier. C'est-à-dire à un moment où nous, on a mis un ticket de 2 millions de dirhams. Ah oui, il n'y avait pas la suite. Les fonds successeurs n'existaient pas suffisamment sur le marché, donc on a eu des boîtes qui, franchement, auraient pu ne pas louper certains coches et surfer certaines vagues commerciales, certains appels d'offres publics, certains contrats sur des temps précis et qui n'ont pas eu la force de frappe nécessaire, malheureusement. Et comme nous, on n'avait pas forcément une poche de follow-up, c'était pas dans notre stratégie, alors peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas. Ça a changé depuis. Il y a plus de fonds. Alors, du coup, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, tu as rejoint AlphaVest en tant que managing partner. Et là, je crois que c'est des tickets un peu plus gros. Alors, la thèse n'a rien à voir. Donc là où, effectivement, Winamax avait pour dessein d'accompagner un marché pré-seed et seed montant, avec une première génération... Premier investissement, premier ticket. Ouais, quasiment. Premier investissement, premier ticket, traction initiale, chiffre d'affaires, entrepreneur solide, donc c'est un peu ça les critères qu'on avait. Objectif d'investir très rapidement, objectif d'accompagner de façon solide et rapprochée. Dans l'équipe où j'évoluais, il y avait un certain skill set et un éventail de compétences entre la stratégie, la connaissance de l'écosystème startup, la connaissance de l'écosystème plutôt family office, la strat. Donc, il y a vraiment des outils et en même temps la capacité à mobiliser des experts sur plein de chaînes de valeur différentes, métiers et fonctionnels. Aujourd'hui, je suis sur un schéma totalement différent, avec des partenaires d'envergure internationale qui ont un track record exceptionnel. On va avoir l'occasion de les découvrir dans un futur proche, Inch'Allah, dès que les choses se structurent davantage. Partenaires exceptionnels, track record exceptionnel, gouvernance beaucoup plus de très haut niveau, donc qui va demander un certain niveau d'exigence et de rigueur. Des LPs d'envergure, à la fois internationales et au Maroc. Beaucoup d'institutionnels, donc pareil, niveau de conformité, d'exigence, pas des moindres, voilà. Et une thèse incroyable. C'est quoi la thèse ? J'aurais jamais pu refuser cette thèse. C'est financer, accompagner et soutenir toutes les boîtes qui ont soit un management ou un actionnariat marocain, soit des liens stratégiques, économiques avec le Maroc, soit tout simplement une volonté de partir du Maroc et de scale up à l'international. Donc, from Morocco to the world. Donc, c'est les deux. Donc, soit c'est des fondateurs de la diaspora, exactement, concrètement, soit la fameuse option dont tu me parlais tout à l'heure, Diel, on se base au Maroc, mais on veut aller ailleurs, et on se positionne sur des sujets pour lesquels le Maroc peut être un launchpad intéressant. Exactement. Donc moi, je préfère me réveiller chaque matin et me dire, je vais investir dans des boîtes qui sont en lien avec l'histoire de mon pays, l'économie de mon pays et le fait de construire mon pays, que de me dire, je vais investir, no offense, mais dans des boîtes africaines, dans une boîte togolaise. Oui, parce que tu n'as jamais eu une histoire Afrique. Non, je ne connais pas. Parce que sur Winamax, c'était 100% Maroc. Ouais. Et là, c'est Maroc et surtout diaspora marocaine. Maroc fil rouge, mais monde, plutôt. Monde, ouais. Là, on est sur une thèse mondiale, mais avec un fil rouge qui est le Maroc. On va revenir à l'épisode dans quelques secondes, mais juste avant, je voulais vous parler de quelque chose. Personnellement, j'adore regarder quelles sont les dernières startups qui se lancent au Maroc, mais on n'a pas toujours le temps de rester informé. Donc on a décidé de réunir toutes les startups à ne pas rater dans la Next Wave Startup List. Si vous êtes entrepreneur, si vous cherchez des idées, ou si vous êtes juste curieux et voulez savoir ce qu'il se passe au Maroc, c'est pour vous. Vous pouvez accéder à la liste sur startuplist.nextwave.ma. Je vous mets le lien exact dans la description. Et sur ce, on peut revenir à l'épisode. Et les autres marchés, tu
Tu es jamais intéressé? Alors, ce que je disais, l'Afrique, c'est une expertise à part. Déjà, il y a plusieurs Afriques. Il y a 54 Afriques, je crois 54 pays, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs niveaux de connaissance de l'Afrique. Il y a l'Afrique anglo-saxonne, l'Afrique francophone. Il y a les pays qui sont avancés sur la tech en Afrique, les pays qui n'ont pas encore le niveau de disruption, ni même d'écosystème, qui sont en fait pas encore pénétrés par la tech. Et il y a un niveau culturel granulaire sur plein de types de pays différents. Et je ne connais pas le continent. Ouais. Alors, c'est pas faute de vouloir. Je pense que c'est juste mon histoire qui s'est plutôt beaucoup concentrée sur le Maroc. Essayer de craquer l'investissement seed au Maroc à un moment où il était en train de se créer. J'étais là. And I wanted to be part of it. Avec un schéma innovant, impliquant les privés, impliquant les family office et les entrepreneurs à succès, dans un schéma de give back, et aujourd'hui accompagner plutôt une histoire plutôt souveraine, institutionnelle, avec une envergure mondiale pour contribuer au rayonnement du Maroc. Et donc, des tickets plus gros. Ouais. Et la difficulté, c'est que du coup, il faut investir chez tous ces Marocains, mais dans des marchés différents. Donc, comment on fait pour avoir les relais, les rencontrer, réussir à rentrer dans les tours de table? Ça veut dire qu'il faut créer un petit peu des ponts avec des marchés aux US, GCC, Bien Europe, sûr. et aller les Complètement. voir là où ils sont? Complètement. Alors, tu as deux sujets. Tu as effectivement une première stratégie qui est de dire je contribue à exporter les top-notch companies from Morocco. Donc, je leur crée des corridors avec des marchés étrangers et je les pousse dans ce sens et je fuel la machine avec des capitaux conséquents. Et ça, il n'y en a pas beaucoup des stars marocaines qui sont prêtes à faire leur envol. Il y a un deuxième sujet qui est de dire je fais des boîtes qui ont un scale-up exceptionnel sur le Maroc, celles que je te citais tout à l'heure avant le podcast, et qui ont une histoire assez exceptionnelle, mais maroco-marocaine. Ça aussi, j'adore, parce que ça peut être potentiellement une boîte achetable par une boîte étrangère. Mais en tout cas, tu prépares un très beau produit made in Morocco. Et tu as le troisième sujet qui est de dire, et ce sur quoi je travaille depuis 6-7 mois aujourd'hui, je suis activement en train de solidifier mon réseau dans toutes les contrées où il y a une concentration de diaspora marocaine. Ok. Donc 5-6 millions de personnes dans le monde, avec un bon 80%, on va dire, capté entre la France et le Canada, avec une diversité de types de diaspora. On a des diasporas qui sont la progéniture de deuxième génération, troisième génération d'immigrés, qui aujourd'hui veulent être dans une dynamique de give back très très forte. On a une diaspora d'élite qui est dans les grandes métropoles mondiales, Paris, Londres, New York, et qui sont en général dans la tech, dans la finance, dans le conseil. On a une diaspora de juifs marocains exceptionnels, à leverager, soudés, qui sont dans le top des sujets de la tech, de la finance, un peu partout dans le monde. Ce serait bête de ne pas les leverager aussi. Et ils sont clairement dans une dynamique où ils veulent rendre au Maroc, ils veulent donner au Maroc, parce que c'est leur pays. Il y a... donc bref, tous ces corridors, je suis en train de les travailler sérieusement. Je me déplace souvent à Paris. Donc il y a un réseau qui est en place autour des Marocains dans la tech. Il y a un réseau dans le GCC, je te citais tout à l'heure. Il y a des Marocains à Palo Alto. Pas beaucoup, mais il y a quelques-uns il y a des boîtes qui se démarquent, commencent à sortir du Y Combinator. Il y a des communautés de Marocains là-bas ou pas Communauté, trop pour non, mais il y a des top-notch founders qui sortent du Y Combinator qui sont connus. Ok. We know them. On est connecté avec eux. Et puis, il y a des Marocains qui sont dans leurs différents pays et qui, de temps en temps, viennent au Maroc parce qu'ils veulent commencer à se connecter, un peu comme toi. Ils veulent commencer à créer des choses et à commencer à planter leurs graines. Là aussi, et vous discutez avec eux pour... Et tu vois, là, je pense que la difficulté sur les 5-10 dernières années dans l'investissement au Maroc, c'est les exits. C'est qu'effectivement, il y avait de l'investissement au début, moins après, et une difficulté à revendre la boîte. Là, c'est un sujet qui aura beaucoup moins, parce que vous allez être sur des marchés qui sont mondiaux, et donc là où il y a beaucoup plus d'acquéreurs potentiels et de fonds qui peuvent suivre la suite de l'histoire en série B, série C, etc. C'est complètement ça le nerf de la guerre, et c'est un peu ça que j'ai envie de travailler, et ce sur quoi je travaille ardemment à titre personnel. C'est un sujet limite névralgique
C'est comment craquer la liquidité pour des boîtes marocaines, pour des histoires marocaines. C'est quoi les solutions? Bah, je pense que le sujet de la C'est un liquidité, sujet je sur lequel tu as l'étudie. réfléchi depuis Ouais, super ouais, longtemps, quoi. Ouais. je suis complètement dessus. Alors, je n'ai absolument pas lâché mon engagement sur les premières startups. J'ai quand même un portefeuille pratiquement une quinzaine de boîtes que je continue à suivre de façon extrêmement rapprochée. Alors, je suis plus du tout dans les boards, évidemment, mais je suis extrêmement proche des fondateurs. Je sais ce qu'ils font. Je pousse dans le sens de la suite, que ce soit pour des sorties, que ce soit pour des ventes partielles, que ce soit pour l'arrivée d'autres investisseurs, etc. Donc il y a plusieurs façons de faire. Tu vois, bah, le sujet classique du M&A, où il y a un petit pont que tout le monde essaye de créer aujourd'hui entre le VC et le PI, qui n'est pas très évident. C'est des mots qui ne Ouais, se parlent pas encore ça, beaucoup. ouais, intéressant. Ça, j'en entends beaucoup parler. C'est-à-dire des startups lancées en VC, mais qui finalement vont plutôt ensuite avoir une histoire PI. Donc, qui vont pas continuer l'hypercroissance, mais qui peuvent faire des belles boîtes. Absolument, absolument. Donc ça, c'est un premier sujet. Il n'est pas évident, tu dis. Il n'est Ouais. pas évident. Il y a une volonté, en tout cas du côté du VC, il y a une volonté du PI, je pense, mais dans une moindre mesure, mais en tout cas, elle est en train de se dessiner petit à petit. Il faut qu'il y ait un pont qui soit clarifié, il faut que le truchement soit clair, transparent, et puis assumé des deux côtés. Il y a un deuxième sujet qui est la vente à des industriels. Là, le marché est beaucoup plus libéré, mais il est tout petit. C'est les mêmes acteurs qui reviennent, et qui reviennent, et qui reviennent. Et ça va, tu finis toujours avec les mêmes. Donc on est comme dans une espèce de grande cour de récré où il faut trouver quels vont être les chevaux, tu vois. Donc là, évidemment, on est dessus aussi. Après, il y a les histoires d'IPO classiques, ça c'est beaucoup plus compliqué parce que effectivement, le sujet de l'IPO est en train de se démocratiser pour des très belles PME marocaines, mais bon, pas encore de liquidité, de niveau de souscription suffisant. Dans Et il l'absolu, faut une certaine taille, quand même. taille critique, évidemment, niveau de transparence, niveau de conformité, niveau d'exigence, cap table cleané. Alors, le vrai sujet de le VC, par rapport aux IPO, c'est les cap tables. Et là, il y a trop de gens. Ouais, c'est pas il y a trop de gens, c'est des cap tables qui sont hyper alambiqués as of now. C'est-à-dire on est un marché exclusivement, ou là essentiellement pré-seed seed, qui est en train de se libéraliser pour faire le changement d'échelle et passer en mode scale-up. Il y a encore, les choses se font encore de manière artisanale entre les augmentations de capital au Maroc, les safe à l'étranger, des holdings qui sont là, les filiales qui sont là, c'est encore pas suffisamment cleané. Et donc, Et passer pour en passer tout ce mode truc, PI/IPO, c'est très compliqué. Ouais. bah, il y a tout un funnel de conversion, en tout cas, à mettre en place. Il n'est pas prêt de se fluidifier. Et même les top stars des boîtes marocaines, elles sont encore dans des schémas où c'est pas encore totalement clean. Ouais. Enfin, pas clean, c'est-à-dire c'est pas un jugement de valeur, mais en tout cas, c'est pas encore fluide. C'est pas encore fluide, ouais. À quoi ça ressemblerait dans 5-10 ans, Alphavest, VC, et même, tu vois, l'écosystème marocain, pour que tu te dises, OK, c'est une réussite, on a réglé ces problèmes-là. Si tu devais revenir sur le podcast dans 5 ans et me dire, OK, ça a vraiment changé sur tel point et tel point, à quoi ça ressemblerait? Alors, j'ai presque envie de me projeter sur des VC que je suis de très près dans le monde. Bah, c'est simple, j'aimerais avoir un book où il y a 5-6 licornes sur une vingtaine de boîtes, avec déjà 2-3 sorties en mode fund returner et des boîtes avec des potentiels. Allez, 1 à 2 boîtes potentielles x 100, je la laisse sur mes books, sur 7 à 12 ans. Et je te dis, Simon, on reparle dans 12 ans. Mais en tout cas, sur mes décisions prises. Ouais. En tout cas, dans 5 à 12 ans, je ne te parlerai pas d'Alphabet. J'ai envie de te dire, je suis sortie de tout Winamax et mes sorties, c'est pas j'ai des MOM, j'ai des DPI, c'est-à-dire des dividendes. J'ai rendu l'argent, j'ai fait plus de 3 fois sur les 3 véhicules. Les boîtes sont sorties. On track. Ben là, il faut que je te dise un truc dont je suis extrêmement fière. Et je pense que ça mérite de le dire. Je n'ai aucune boîte qui a périclité sur les 15 boîtes. OK. Donc, alhamdoulilah, je me suis peut-être plantée sur certains aspects humains, sur certains fondateurs, etc. Certaines trajectoires dont j'estimais qu'elles pouvaient avoir un potentiel différent. Il n'y en a aucune qui a périclité. Au pire des cas, j'ai des boîtes qui ont des petits chiffres d'affaires, qui n'arrivent pas à passer l'étape suivante, mais elles sont bloquées parce que capacité à lever, je pense qu'ils ont loupé le coche. Et
passage à la taille critique un peu compliqué, il leur faut une impulsion. Soit elles doivent être vendues, absorbées par des PME plus importantes euh, pour les outiller et les doper. Soit si elles continuent à être comme ça, elles vont toujours vivoter, mais elles ont déjà vivoté pendant 5-6 ans. Donc, elles ne vont pas mourir, parce que le pire est derrière. Mais est-ce qu'elles vont changer d'échelle? I don't know. Et puis, j'ai des boîtes où tout reste à construire, où il leur faut encore du temps. Il leur faut encore du temps, mais dont le potentiel est très très bon. J'ai des boîtes qui ont aujourd'hui la taille critique pour être des belles PME, mais pareil, peut-être changer le leadership. Bref, il y a des ajustements à faire. Mais en tout cas, le portefeuille, alhamdoulilah, se porte bien. Euh, Surtout sur les derniers fonds. Ouais. Très très belle boîte, un peu early. C'est quoi les 2-3 boîtes dont tu es super contente, dans lesquelles tu as investi? Z-System, Talati, Naql, j'adore ces Ok. 3 boîtes. Z-System, on a reçu sa mère. Ouais. Tseleti, on a reçu Suleiman. Exact. Naql, on n'a pas encore quelqu'un, mais 3 belles boîtes. Ouais. Très belle Mobilité, boîte, fintech. ouais, Et, exactement. quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans l'investissement? Alors le VC, là où dans le monde c'est un métier exclusivement lié au sourcing et au filtrage, au Maroc ça doit être les deux. C'est à la fois sourcing, filtrage, beaucoup d'accompagnement. Et aussi pour avoir de la crédibilité en tant qu'investisseur, il faut tenir la promesse vis-à-vis des LPs. Donc, tu as aussi un boulot de sales finalement, at the end of the day. T'es obligé Faire en de sorte qu'ils t'accompagnent et ensuite vraiment délivrer ce que tu... Bah, faut que tu vendes. En fait, c'est ça la réalité. C'est que la difficulté, c'est que tu es positionné sur toute la chaîne. Tu dois filtrer, sourcer, prendre la bonne décision sans avoir vraiment de visibilité parce que tu n'as pas de momentum, t'as pas de trajectoire, t'as pas déjà vu la scène se passer. Être plutôt square sur ta due deal, accompagner de façon extrêmement rapprochée. C'est pour ça qu'en changeant de thèse, là, je vais gagner en confort, je pense, parce qu'on sera sur des boîtes beaucoup plus musclées, avec beaucoup plus de backbone. Là où, effectivement, early stage, il faut y aller. Limite, tu es partie prenante de la boîte en tant que VP, en tant que GP, pardon. Tu étais au contact souvent avec les boîtes, tous les problèmes, tous les Mais trucs. c'est pas que j'étais au contact. Et franchement, allez, j'ai passé les 5-6 dernières années à être au service d'une dizaine de boîtes. Mais nos limites, open bar. Open bar, ça m'a énormément appris. C'est-à-dire que même moi, j'ai musclé ma fibre entrepreneuriale. Quelquefois, j'avais vraiment envie d'être à leur place, mais en même temps, j'avais pas tellement envie d'être à leur place, parce que galère incroyable. Mais tu sens leurs émotions au quotidien, tu sens leurs craintes, tu sens Ouais, leur... mais en fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'en tant qu'investisseur, tu es entrepreneur aussi. Tu lèves des fonds, tu as tes clients. Alors Tes LP, encore, c'est tes clients, quoi. Donc, alors c'est complètement. complètement entrepreneurial. C'est complètement entrepreneurial. Il y a une grosse part de bête dans l'histoire. Et en l'occurrence, moi, j'étais entrepreneur dans le cadre de Witamax. J'avais un modèle où je devais financer mon temps, lever de l'argent, financer les boîtes, me faire financer sur 100%. l'accompagnement. Et il y avait du chiffre d'affaires sur la partie Il y avait du chiffre d'affaires, accompagnement. mais j'avais une grosse difficulté d'un point de vue recouvrement. Les temps étaient extrêmement Et tu as compliqués. hésité à... Donc, entrepreneuriat, tu étais sur Witamax. Maintenant, sur le fonds et sur Witamax, fonds, c'était hyper entrepreneurial. Tu as hésité à te lancer sur une opportunité, genre start-up, ce côté-là de l'entrepreneuriat? C'est pas que j'ai hésité, Tu y as pensé à un moment mais où... c'est quelque chose qui me hante tous les jours. Je n'ai pas encore suffisamment peut-être de maturité, peut-être de levier aussi, pour me lancer complètement et me dire, allez, go. Je pense que pour avoir vu un certain nombre d'entrepreneurs, je préfère l'option où j'aurais vraiment coché toutes les cases et compris tout l'écosystème, mais dans son ensemble, à 360, pour me dire, là, je peux me lancer dans une équation confortable. Je dis bien confortable parce que je ne suis pas toute seule, j'ai une famille, j'ai des enfants, enfin, Inch'Allah, des enfants. Je ne peux pas en tout cas aujourd'hui vivre dans une espèce de prise de risque entrepreneuriale, quand bien même c'est quelque chose qui m'anime profondément. Mais alhamdoulilah, j'ai aujourd'hui un environnement hyper entrepreneurial. Quand bien même je suis revenue dans un cadre très structuré, exigeant.
avec beaucoup d'apprentissage tous les jours. Je garde une liberté entrepreneuriale qui est assez unique et je sais que c'est une chance. Ouais, complètement. Hiba, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci à toi. On a discuté de plein de trucs. Je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Ouais, Je sais pas si on a oublié des trucs, mais écoute, au pire, je reviendrai. avec grand plaisir. Quand tu veux, quand tu veux, beaucoup. pour parler de la suite, des premiers investissements de Alphavest, etc. Vous devez, j'imagine, être sur des sujets... Vous n'avez pas encore investi? Non, pas du tout. On est en train de structurer le fonds. On démarrera le déploiement, je pense, l'année prochaine. Ouais. Mais bon, j'imagine que vous regardez déjà des boîtes. Ah oui, là, j'en ai vu une bonne cinquantaine. Ouais, on voilà, en a vu une bonne cinquantaine. Et on a une équipe, on a une super équipe. Bah, on en reparlera. Équipe, on en reparlera. Merci beaucoup. Merci à toi, Mohamed. C'était génial. Merci. Top. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, abonnez-vous à la chaîne. Et comme vous le savez, on est sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Donc partagez Next Wave autour de vous pour nous aider à faire connaître ces podcasts.